Grand 17, le retour. Le bilan. Le vent qui s'était levé à 10 heures du matin se trouva si violent sur le soir qu'il semblait un vent de tempête, et l'on eût dit qu'il était d'accord avec nos troupes pour s'éloigner d'une terre si malheureuse, rapporte l'auteur du document Clérambault. Ce vent ne permettrait maintenant plus à aucune embarcation de toucher terre. Les Français réalisent qu'il leur eût été impossible d'évacuer Gigri si Gadagne n'avait pas avancé la retraite d'une journée à la suite de la désertion du matelot de la Lune. Ainsi, par un coup extraordinaire de la Providence, ce misérable matelot, tout mal intentionné qu'il était, fut cause de salut de l'armée. Salut partiel, car au cours de ces 3 mois, les Français ont perdu beaucoup d'hommes. Leur nombre est difficile à évaluer, aucun bilan officiel n'ayant jamais été publié. Nous retiendrons le chiffre de 1550 Français tués au cours de l'opération, chiffre avancé par Monchicourt, le seul à avoir justifié son estimation. Il s'appuie, dans un premier temps, sur les états de chargement de différents navires qui se sont rendus et de ceux qui sont repartis de Gégri. Nous n'ignorons pas, précise-t-il, que l'on peut reprocher à ce nombre d'être obtenu en soustrayant un chiffre supposé d'un autre chiffre également supposé. Il vaut ce que vaut le résultat des 2 hypothèses les plus plausibles. Du moins, nous voilà loin du total de 3500 ou 4000 morts donné par le manuscrit Clérambault et par l'ambassadeur vénitien Alvise Segredo. Il est évident que ceux-ci furent mal informés et qu'ils confondirent dans un mélange inextricable le secours de Malte, nos troupes et les départs successifs. Pour valider son estimation, Monchicourt s'est livré ensuite à une contre-épreuve consistant à additionner le nombre des victimes des différents combats fournis dans les rapports des officiers généraux. Ce nouveau mode d'appréciation, basé par malheur lui aussi sur de simples probabilités, corrobore en somme le précédent. Parmi les 1650 soldats qui ne sont pas revenus en France, Monchicourt suppose implicitement qu'il n'y a pas de prisonniers, les soldats abandonnés à Gigri ayant été pour la plupart vraisemblablement massacrés. Il cite cependant le témoignage du captif Legrain, qui raconte avoir vu des galères turques rentrant de Gigri avec 80 Français, puis 3 autres navires avec autant de monde, au reste fort maltraités et la plupart malades. Quelques-uns ont peut-être survécu dans les bagnes turcs. La perte des canons, de l'armement et des vivres et le naufrage du Tigre semblent avoir provoqué à la cour et dans l'opinion un choc plus marquant que les pertes humaines, dont les documents de l'époque parlent peu. Les Français ont abandonné quelques 1000 mousquets, des centaines de piques, des munitions, la poudre, les mines et grenades, les outils et les matériaux, ainsi que 3 mois de vivres. Le plus grave est, sans conteste, l'abandon de l'artillerie mise à terre, 30 canons de fonte, les plus précieux, 15 canons de fer et 50 mortiers. Cet abandon fera l'objet d'une longue et vive controverse. On va injustement en accuser Gadagne. Lestoncourt, qui fut un des premiers à regagner le bord du Dauphin, n'a même pas tenté, malgré l'ordre formel qu'il en avait reçu de Gadagne, de sauver au moins les 2 pièces légères qui pouvaient l'être. Bien qu'encloués, plusieurs de ces canons ont été aussitôt récupérés par les Turcs qui les ont transportés à Alger pour les embarquer sur leurs propres vaisseaux. Des épées gravées aux devises de grandes familles françaises, des casques, des cottes de mailles, des piques de hallebarde ont été emportées comme trophées par les Berbères et ont été suspendues comme des ex-voto dans plusieurs mosquées de Kabylie. Les hommes du Mokrani ont traîné 4 superbes canons, frappés de fleurs de lys, jusqu'à la Qal'a de Beni Abbas, où des soldats français les découvrirent 2 siècles plus tard et les descendront en 1871 dans la casbah de la petite ville de Borj Bouarerij.
Les Berbères de Grande Kabylie ont même hissé quelques pièces d'artillerie dans leur repère d'Aigle de Coucou, à 160 km de là. Plusieurs canons enfin sont restés sur la plage, où les troupes françaises, en débarquant à Gégri en 1839, les retrouveront à moitié ensevelis dans le sable. Les premières réactions à Alger. L'annonce de la retraite des Français soulève une vaste d'enthousiasme à Alger. Pour fêter cette victoire, le premier geste du pacha consiste à mettre le consul de France du Bourdieu au fer quelques jours, mesure qui à Alger peut aussi bien célébrer une victoire qu'être utilisée pour apaiser l'irritation d'une défaite. Les chrétiens sont insultés dans les rues. Les enfants les poursuivent en cris de « Gigeri, Gigeri » en faisant le geste de couper une tête. Des informations fantaisistes circulent sur la retraite des Français. Descloseaux fait état d'une lettre à Colbert datée d'Alger de mars 1665, écrite par un esclave chrétien qui prétend que 237 Français, retranchés dans le Marabout après le départ de l'escadre, s'y défendirent 3 jours et 3 nuits, y furent tués ou périrent dans les tourments et sous la bastonnade. En outre, 250 blessés auraient été massacrés et 300 prisonniers auraient été réduits en esclavage. Toulon. Le 28 octobre, au moment où à Gigri les Turcs s'apprêtent à l'attaque finale du camp français, la Guette informe Colbert de l'arrivée du Beaufort en provenance de Gigri après plus de 2 semaines de traversée. Son capitaine, La Roche-Saint-André, est porteur de nouvelles rassurantes. Il annonce le succès remporté par les troupes françaises le 5 octobre. La Guette rapporte à Colbert le récit de ces combats, puis il informe du départ pour Gigri de nouvelles barques chargées de pierres, de briques et de clous pour la construction de la forteresse. Il signale qu'il va nous liser un vaisseau supplémentaire pour conduire en Afrique les nouveaux et nombreux gentilshommes volontaires pour y aller combattre. Il se réjouit du départ prochain pour Gigri, de la Victoire, de la Françoise et de l'Elbeuf qui, enfin prêts, sont en cours de chargement de vivres. Une nouvelle fois, la Guette s'indigne des demandes excessives qu'il reçoit de Beaufort. Il est bien plus facile de demander que de fournir. Joint qu'il demande des choses que l'on ne saurait trouver dans toute la province. À parler franchement, je trouve qu'il y a de l'excès en toutes ces demandes-là, vu la petitesse de l'armée. Le lendemain, 30 octobre, la Gazette de France publie un récit empathique du combat du 5 octobre qu'elle n'hésite pas à qualifier d'exploit le plus glorieux qui se fût fait depuis longtemps. Le 31 octobre, alors que les troupes françaises sont en train d'évacuer Gigri, la Guette reçoit une lettre écrite la veille par Les Ardents, le capitaine du Jules, qui vient d'arriver à Marseille. Il a quitté Gigri le 25 octobre, le jour où Beaufort tenait son dernier conseil de guerre. Mais Des Ardents n'a pas participé à cette réunion, aussi témoigne-t-il d'un optimisme surprenant. « Voici l'état auquel j'ai laissé les choses à Gigri, écrit-il. Depuis le départ de M. de la Roche, il n'y est rien arrivé d'extraordinaire. Les ennemis ayant toujours demeuré dans leur poste ordinaire, faisant quelques escarmouches qui ne font mal à personne. Il signale que des Berbères, venus vendre aux Français des chevaux, les avaient informés que le camp des Turcs était fort diminué et que néanmoins, ils avaient eu ordre d'Alger de rester tout l'hiver pour affamer notre armée. Depuis ce temps-là, ils travaillent à quelques petits travaux qu'ils font sur l'imminence qui voit notre camp. Il reconnaît toutefois qu'on a vu quelques renforts parvenir aux Turcs qui les ont accueillis par 3 salves de mousqueterie et un coup de canon. Notre armée, poursuit-il, qui n'est plus composée que de 2600 hommes, a eu un peu de joie de l'arrivée de la cavalerie. Elle attend avec bien de l'impatience de l'infanterie dont on a grand besoin. Le même jour, le patron d'une barque, arrivé le matin de Gigri, remet à la Guette une lettre du chevalier Paul du 25 octobre. L'intendant écrit alors à Colbert « Monsieur Paul,
me montre qu'il croyait que nos troupes devraient attaquer les Turcs dans leur camp la nuit du 25 au 26 de ce mois. Je vous envoie sa lettre à cause de cela seulement. Cette information surprenante nous permet d'affirmer que non seulement Paul n'a pas assisté au conseil de guerre du 25 octobre, mais qu'il n'en a même pas eu de compte rendu fidèle. Cette anomalie pourrait expliquer le silence étrange de marins qui n'auraient pris part à aucune des décisions importantes prises ce jour-là. Le 1er novembre, le commissaire général Trubert adresse à Beaufort un mémoire sur les mesures que l'on peut prendre pour ruiner la ville et les corsaires d'Alger. Ce document de 5 pages reprend les utopies de ces dernières années. Trubert recommande de ne laisser à Gigerie que les navires de Martel qui ne vont pas bien à la voile pour ne s'attacher qu'à la conservation du poste. Pendant ce temps, 6 vaisseaux et 2 brûlots seraient remis à la mer pour aller s'en prendre aux corsaires dans leur repère. Cette escadre si considérable ferait la course depuis le détroit jusqu'à Alger et ferait connaître et redouter la puissance de notre grand monarque. Le commissaire imagine que les tribus berbères ainsi que les royaumes turcs du Maghreb se dresseront contre Alger. Avant l'attaque finale, il serait facile de surprendre Bougie, que l'on aurait le temps de fortifier et de mettre en état de son pouvoir servir utilement par le bon mouillage de sa rade. Trubert reprend ensuite toutes les solutions déjà envisagées ou essayées sans succès depuis des années pour conquérir Alger. Bombardement, flûte maçonnée que l'on peut conduire et couler bas à l'entrée du port, barques chargées d'explosifs qui exploseraient dans le port même d'Alger. Cela ferait ainsi horrible fracas qu'assurément les habitants qui n'y pourraient demeurer en sûreté obligeraient ceux qui la gouvernent de rendre tous les pauvres Français qui gémissent sous la pesanteur des fers que ces infidèles leur donnent et qui leur font souvent renier leur baptême. On pourrait aussi parvenir par cette exécution éclatante à faire un traité avec eux pour l'avenir qui deviendrait solide par quelques postes que le roi conserverait en Afrique et par la crainte qu'ils ont naturellement des Français qui augmenterait par la connaissance qu'ils auraient des forces de Sa Majesté. Pour conclure cet étonnant document qui récapitule toutes les chimères dont certains rêvent encore en France, Trubert ajoute: comme il paraît aujourd'hui à toute l'Europe que le roi a entrepris de battre l'orgueil d'une ville qui sert de retraite à une troupe de voleurs, qui ôte la liberté de commerce à tous les chrétiens, il semble que les sujets de Sa Majesté doivent contribuer à faire réussir ces grandes et justes intentions. C'est ce qui a donné la liberté au sieur Trubert, conclut-il avec suffisance, d'en écrire son avis à l'amiral ce 1er jour de novembre 1664. À l'heure même où le commissaire rédige ce manifeste outrecuidant, les Français à Gigerie finissent de rembarquer les débris de leur corps expéditionnaire, abandonnant blessés, canons, armes et munitions. Et l'Europe, plutôt que d'admirer le roi de France abattant l'orgueil d'Alger, va se gausser de la faillite de César. Le 3 novembre, une barque partie de Gigerie le 28 octobre arrive à Toulon. Son patron signale que tout le jour de son départ, il a entendu des coups de canon et de mousquet, qu'il a vu des quantités de fumée. Il pense que les Turcs attaquaient les Français. Mais la guette rassure Colbert. Pour moi, lui écrit-il, je crois que ce n'était qu'une escarmouche, car une attaque de ligne ne peut durer un jour entier. Le 4 novembre, la Gazette de France annonce: les morts, rebutés de tant de mauvais succès qu'ils avaient eus à l'attaque de la Redoute avancée devant Gigerie, se retirèrent le 6 du mois dernier, ayant dit aux Turcs avec beaucoup de mépris que les Français étaient plus braves qu'eux et qu'ils les avaient mal à propos engagés dans une entreprise dont ils jugeaient bien qu'ils ne viendraient pas à bout. Les derniers, après avoir été abandonnés, ont établi leur camp à une lieue du nôtre où, selon les dernières lettres, ils étaient grandement incommodés, le duc ayant fait faire au pied de la Redoute une batterie qui donnait par toute la montagne où ils s'étaient retranchés.
Les Français ont d'autant plus de moyens de se rafraîchir de leur glorieuse fatigue que le chevalier de Martel, qui, parti le 18, y arriva le 22 avec des munitions de guerre et de bouche et une très belle cavalerie, parmi laquelle il y a grand nombre de volontaires. Le 5 novembre à Toulon, on commente encore ces nouvelles rassurantes lorsque la flotte de Martel pénètre en rade. L'annonce de la retraite fait l'effet d'une bombe. C'est la consternation. La Guette monte à bord du Dauphin pour informer Martel qu'en raison de quelques cas de peste toujours signalés en Provence, le Parlement d'Aix ordonne une quarantaine à tous les navires venant d'Afrique. L'intendant a vivement combattu cette mesure absurde puisque aucun cas de peste n'a jamais été constaté à Gigery ni sur aucun des bâtiments en revenant. La Guette tente d'obtenir une levée de cette quarantaine, mais sans succès. 3 jours plus tard, le chevalier d'Opette du Parlement de Provence écrit en effet à Colbert. À propos du retour de l'armée de Gigery, je suis seulement obligé de vous informer de 2 choses. L'une, que tout le commerce en est dans la dernière consternation, aussi bien que tous ceux qui aiment la gloire et les intérêts du roi. L'autre, qu'il a été résolu que la quarantaine serait donnée aux troupes dans les îles d'hier. Les blessés et les malades seront débarqués sur l'île de Pourquerolles. Le 6 novembre, avec une émotion sincère, la Guette rend compte à Colbert de l'évacuation de Gigery. Je ne sais, monsieur, si j'aurai assez de force d'esprit de l'affliction où je suis, pour vous faire savoir que monsieur de Turenne, qui vient présentement d'arriver de Gigery, rapporte que nos troupes se sont embarquées le jour de la Toussaint. Et comme je n'apprends point qu'elles aient été forcées ni même attaquées, je ne sais que penser de la résolution qui a été prise par les officiers qui ont le commandement de ces troupes-là. On dit seulement que les ennemis avaient 4 ou 5 pièces de canon en batterie qui donnaient à plein dans le camp. S'il y a d'autres raisons, le taux et ceux qui seront fidèles au roi et les intéressés en diront la vérité à sa majesté. La Guette arrête le chargement des navires en partance pour Gigery. Les victuailles qu'il devait y transporter seront utilisées pour la quarantaine.